Et on va commencer à rentrer dans le vif du sujet avec Aurélie Mété, qui est enseignante-chercheuse à l'Institut Agro Montpellier, qui est elle aussi très impliquée, co-directrice, co-titulaire, je ne sais pas quels les termes vous employez. Oui. Les mots ont leur importance aujourd'hui, donc on choisit. Donc En tout cas, vous êtes responsable, co-responsable, co-engagé aux côtés d'Elsa dans la chaire Agro6. Avec, voilà, l'idée c'est de poser le cadre ensemble, de se poser la question, est-ce que toutes ces agricultures dont on va parler, tous ces agriculture régénératrice, agroécologie, biodynamie, agriculture biologique, réensauvagement, etc., partagent une même ambition, alors qu'elles ont peut-être des stratégies différentes, en tout cas, si ce n'est contradictoires, diverses. Merci Pierre, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc effectivement, je fais partie du collectif de direction de la chaire Agro6. Et moi, je suis sur la dimension agronomie, enseignant-chercheur en agronomie. Donc je vais continuer l'introduction un peu générale de la journée en vous proposant quelques cadres, vous verrez qu'il y en a plusieurs, pour considérer toutes les interventions que vous allez pouvoir écouter aujourd'hui, quelques cadres d'analyse et de comparaison de ces différentes formes d'agriculture durable. Donc le premier point, c'est de constater qu'en fait, derrière toutes ces formes d'agriculture, il y a sans doute une ambition partagée, plus ou moins nettement caractérisée, et on va voir quels sont les leviers qui sont priorisés par chacun des types d'agriculture. Donc l'ambition partagée, si on la résume, c'est l'ambition de durabilité et le triptyque durabilité du point de vue de la société, durabilité du point de vue de l'économie et durabilité du point de vue de l'environnement. Ça, je pense que ça fait partie des cadres qui sont assez partagés par les agricultures qu'on va voir décrites aujourd'hui, sachant qu'on peut mettre l'accent plus sur l'aspect social, plus sur l'aspect environnemental, plus sur l'aspect économique. Donc ça, c'est le cadre à la fois conceptuel et puis un peu historique, parce que la durabilité, c'est les années 90 qu'on a défini pour la première fois ce cadre-là, et qui a vraiment secoué l'agriculture dans sa pratique, puisqu'on se mettait à regarder l'activité agricole, non plus du point de vue de la rentabilité économique uniquement, mais du point de vue plus global de la durabilité sociale et économique également. Alors, l'ambition partagée, donc la durabilité, et puis un certain nombre de constats partagés qui sont établis très nettement par la communauté scientifique. Le premier constat auquel se heurte l'agriculture aujourd'hui, c'est le constat du changement climatique, donc qui est réel, qui est visible, très fortement, avec aussi une difficulté à prédire l'évolution du contexte climatique pour l'agriculture. Donc les différentes formes d'agriculture durable, elles adressent ce constat de changement climatique. Donc ici, je vous ai mis à gauche la courbe d'évolution des températures, qu'on connaît tous, qui est importante à rappeler, avec la responsabilité directe des activités humaines dans cette augmentation de la température, et singulièrement de l'agriculture. Et à droite, c'est une représentation assez illustrée de tous les impacts potentiels que ce changement climatique, sur le plan thermique, mais aussi sur le plan hydrique, peut avoir sur l'activité agricole. Deuxième constat partagé, visible, documenté, suivi, c'est l'effondrement de la biodiversité. Donc à gauche, vous avez la liste rouge de l'UICN, pour la conservation de la nature, sur le territoire français, avec des espèces menacées de plus en plus importantes. Et à droite, un taux d'extinction qui tend à s'accélérer. Donc ça aussi, l'agriculture, comme gestionnaire des espaces naturels et gestionnaire des territoires, va être directement identifiée comme à la fois une des causes, mais peut-être un des leviers pour réintroduire de la biodiversité. Donc là aussi, on est en prise directe avec un constat largement partagé. Je poursuis, c'est pas très réjouissant, mais c'est important de poser le cadre. Des sols menacés, donc ici, de la même façon, documenté avec un extrait du GIS Sol INRAE, donc la carte date un petit peu, mais montre le risque d'aléas forts sur les sols. Donc il y a un enjeu pour l'agriculture, par la gestion des sols, d'arriver à rendre durable leur exploitation par l'homme, alors même que ces sols sont soumis à pas mal de pression, perte en carbone, on y reviendra, perte de sol tout court, avec les risques d'érosion. Et enfin, dernier point, et pas des moindres, la fragilité économique des exploitations agricoles. On l'a entendu très récemment lors de manifestations. En France, le métier d'agriculteur, ici, il est mentionné comme un métier potentiellement en péril, avec les courbes de l'INSEE qui montrent la diminution des agriculteurs exploitants dans le total des emplois français, le questionnement des modèles économiques des exploitations agricoles. Donc là aussi, on interroge la durabilité économique directement. Et donc, tous les efforts de changement et de modèles futurs de l'agriculture ont à intégrer cette dimension-là pour rendre pérenne l'activité agricole.
Donc face à ces constats, voilà, la proposition, c'est une approche système. Je ne reviens pas là-dessus, Elsa l'a très bien présenté. L'approche système, c'est prendre en compte toutes les composantes des systèmes agricoles et se dire par quel levier on peut comment aborder la question et quelles sont les conséquences sur les autres composantes. Il ne s'agit pas uniquement de penser conservation des sols. Y a-t-il un effet sur durabilité économique? Y a-t-il un effet sur biodiversité par ailleurs? Donc voilà, une vision très systémique qu'entend développer notamment, on n'est pas les seuls bien sûr, la chaire Agro6. Alors pour cela, donc on a besoin de mise à jour. Ça a été très bien dit par Hervé et par Elsa. Les mots changent, les concepts changent. Alors sachez qu'en 2018, le fondateur de la chaire Agro6, donc Jacques Véry, qui l'avait fondé en 2014, avait fait plusieurs interventions auprès des mécènes de la chaire qu'il avait simplement intitulé les gros mots de l'agriculture. Alors gros mots, pas parce qu'il y avait des injures, mais parce qu'il y avait un foisonnement de mots, notamment des mots qu'on va retrouver aujourd'hui. Et donc, il proposait une façon de les définir, quelques cadres. Donc, j'en ai repris une partie, et puis je vais vous en proposer d'autres aujourd'hui pour un peu avoir une grille de lecture des interventions que vous allez écouter aujourd'hui. Donc, de 2018 à 2024, il y a des choses qui changent, mais il y a des choses qui restent. Alors, il y a des choses qui changent, et il y a notamment, très récemment, vous l'avez peut-être lu, The Conversation, la revue en ligne a publié un travail de collègues du CIRAD et de l'INRAE, de l'ISRA, excusez-moi, qui propose de résumer, en gros, les diverses agricultures en 7 types d'agriculture durable. J'utiliserai certains des termes. En gros, je voulais juste vous parler de cet article pour vous montrer qu'il y avait vraiment un foisonnement de façons d'aborder la durabilité. Et encore une fois, le propos de la journée, ce n'est pas de les opposer, mais bien de les comparer, de mieux les comprendre. Et puis si on regarde du côté de la littérature scientifique, donc ça c'est une extraction, donc vous voyez à gauche là le nombre de publications scientifiques. Donc tout en haut c'est 1 500 000 pour vous aider à lire. Si on fait une interrogation de Google Scholar, qui a l'ambition de réunir toutes les publications scientifiques et techniques avec des comités de lecture, vous voyez qu'il y a une explosion des références bibliométriques donc sur la période 2000-2009. Alors après c'est par tranche de 5 ans, 2010-2014, 2015-2019 et aujourd'hui 2020-2024. On a un très grand nombre de documentations scientifiques, techniques, autour principalement de sustainable agriculture, donc l'agriculture durable. Ensuite, on a beaucoup d'informations sur organic agriculture et conservation agriculture. Donc agriculture bio, agriculture durable et agriculture de conservation sont très largement documentées dans la littérature. De façon bien moindre, on voit derrière biodynamie, agriculture régénérative. Et donc ça interroge notamment sur la documentation scientifique, le nombre d'études qui permettent effectivement de les comparer. Et ça, c'est important, puisque dans le cadre de cet établissement d'enseignement supérieur, on assoit les enseignements qu'on donne sur la littérature scientifique. Voilà, donc des formes d'agriculture plus ou moins étudiées. Aurélie, on peut être surpris du terme agroécologie qui apparaît également tout en bas, si je comprends bien également, alors qu'on a l'impression qu'on n'a que ce mot-là à la bouche en ce moment. Oui, mais c'est une évolution qui est cumulée sur plusieurs années, donc ce n'est pas complètement étonnant dans la mesure où agroécologie peut être englobée quelquefois dans Sustainable Agriculture, par exemple. Voilà. Donc Sustainable Agriculture a bien une ambition vraiment globale. Donc l'enjeu de la journée, c'est de comprendre stratégies différentes ou convergentes. Quand on va choisir de suivre un modèle agroécologique ou un modèle agriculture régénérative ou un modèle agriculture biodynamique, est-ce qu'on a des stratégies vraiment différentes ou est-ce qu'il y a des points de convergence? Donc moi, ce qui m'importe, c'est de comprendre par exemple l'exigence sur la finalité. Qu'est-ce qu'on veut finalement? Que l'agriculteur tire un revenu ou s'assurer que la biodiversité a augmenté dans la parcelle? Ou est-ce qu'on veut tout à la fois? Donc quelle est l'exigence sur la finalité? Ou quelle est l'exigence sur les moyens? Est-ce qu'on veut ne plus utiliser d'intrants chimiques ou est-ce qu'on veut ne plus, par exemple, travailler le sol? Donc, ce premier point de comparaison, finalité ou moyen, ça va être une première grille de lecture. À quelle échelle a lieu le changement? Est-ce que c'est à la parcelle? Est-ce que c'est à l'échelle de l'exploitation agricole qui va se trouver embarquée dans un changement global? Ou éventuellement à l'échelle du territoire? On le verra notamment dans la 3e séquence qui interroge un peu les filières. Et enfin, point très important, j'ai essayé de l'introduire avec la petite extraction bibliométrique que je vous ai montrée, c'est où sont les manques de connaissances pour la diffusion? Quels points d'incertitude, quel manque de connaissances on identifie sur ces différentes formes d'agriculture? On adresse quelque chose de systémique, c'est éminemment complexe, on n'a pas réponse à tout.
Donc, dans la journée, il y aura 4 grands temps. Donc, je me permets d'introduire. Alors, vous avez, pour ceux qui sont en ligne, vous devez voir à peu près. Et pour ceux qui sont présents ici, vous avez la fiche que vous avez récupérée du programme. Il y aura un premier temps sur la clarification des différents concepts. Donc, merci à chacun des spécialistes d'avoir fait l'effort de venir expliquer les concepts qu'il y a derrière les différentes formes d'agriculture. Ensuite, il y aura un temps sur le terrain. Quelle mise en œuvre? Comment concrètement ça se met en pratique? Quels sont les retours d'expérience du terrain? Et le troisième temps, ce sera cet après-midi, après le déjeuner, comment ces concepts s'articulent à l'échelle des territoires, des filières, et peut-être dernier point qu'on a peu mentionné jusqu'à présent, à l'échelle de la société. Comment c'est visible ou au contraire invisible pour la société, pour le grand public, les fondements de chacun des types d'agriculture. Et à la fin, donc, on vous proposera une table ronde avec différents professionnels qui ont accepté de venir discuter de l'évolution de l'agriculture face à ces différentes formes en lien avec les acteurs du territoire. Juste un petit point pour dire que donc à 13h, on aura également la remise du prix doctoral de la chaire d'entreprise Vignes et Vins juste avant le déjeuner. Donc il faudra rester pour pouvoir bénéficier de cette mini-cérémonie. Et puis peut-être préciser qu'il y a un angle qu'on ne va pas aborder tout au long de la journée, mais qui sera un peu en filigrane, c'est l'angle politique, des sciences politiques, parce que tout ça n'est pas anodin. Quand on propose un concept, c'est pour qu'il se diffuse, et parfois le cadre réglementaire et politique sert à la diffusion de tels concepts. Donc ça, voilà, on ne va pas beaucoup l'aborder. Ce sera probablement peut-être à la faveur de questions que ce sujet apparaîtra, mais ça peut faire l'objet d'un autre séminaire, qui sait, à l'avenir. On est d'accord sur le côté importance des politiques publiques, notamment au soutien à certaines formes d'agriculture durable, plus ou moins visibles. On pense notamment au soutien à l'agriculture biologique. Alors, je vous propose 3 grilles de lecture. On avait dit une, et puis c'est trop dur de choisir une, donc j'en propose 3. La première, comme grille de lecture, je vais prendre une grille de lecture qui est assez connue, qui s'appelle la grille ESR, comme efficience, substitution, reconception, et qui a l'ambition de caractériser les changements. Parce que quand on dit qu'on va vers de l'agriculture durable, souvent pour les agriculteurs, pour les acteurs agricoles, ça veut dire changer de façon de faire. Et donc ce changement de façon de faire, il peut se faire de différentes méthodes. Alors j'ose pas dire facile, parce que c'est jamais facile, mais en jouant sur l'efficience d'utilisation des produits habituels, en jouant sur la substitution de ces produits ou de ces techniques par d'autres produits ou techniques, ou carrément en reconcevant le système. Donc voilà, je vous glisse ça à l'oreille en vous disant peut-être que dans les exemples que vous allez voir, il y aura des choses qui relèveront de l'efficience, de la substitution, de la reconception. Je ne suis pas en train de dire qu'efficience est moins bien que reconception, je veux juste situer le fait que ça implique des changements plus ou moins forts pour les agriculteurs. Puis ça dépend dans quelle étape de transition on se situe. Une fois que j'ai déjà transité, entre guillemets, vers un système qui a trouvé un nouvel équilibre, peut-être plus forcément besoin d'être dans une logique de reconception à chaque fois. Exactement. Donc ça dépend beaucoup du point de départ. On est bien certain de ça. Le deuxième point, qui est peut-être plus facile d'accès, c'est un point sur l'analyse des pratiques. Dans les grands enjeux de l'agriculture, il y a toutes les questions autour de la protection contre les bioagresseurs. Donc, comment ces formes d'agriculture traitent la question bioagresseurs? Je vais même ouvrir la question globalement. Est-ce qu'il s'agit de les éliminer, de faire avec, d'introduire plus de biodiversité pour les réguler? Voilà. Est-ce qu'il s'agit d'utiliser de manière très précise certains produits? Donc voilà. Comment est gérée la protection des bioagresseurs? Deuxième grand temps, comment sont gérées les ressources, donc nutriments et eau? Est-ce qu'on est dans des aménagements du territoire ou du paysage agricole permettant de maximiser l'accès à la ressource en eau, etc. Donc, autre point, comment sont gérées les ressources? Et le troisième temps, qui est très important, on aura une intervention sur les sols, comment les différents types d'agriculture durable qui vont vous être présentés se positionnent, il manque un ENT, vis-à-vis du travail du sol. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on travaille? Est-ce qu'on ne travaille pas? Il y a un débat assez fort là-dessus. Il y a des postures exclusives. On ne travaille pas le sol. Il y a des postures qui proposent de travailler le sol de temps en temps avec des conséquences sur la biodiversité du sol notamment. Et puis le troisième point, alors j'avais vu que Frédéric Zam était parmi les inscrits à ce séminaire, je ne le vois pas, peut-être est-il à distance. Donc je vous propose un cadre plus global maintenant pour sortir un petit peu du champ de la parcelle, le cadre d'analyse de la durabilité globale et de la durabilité globale à l'échelle de l'exploitation. Donc parmi vous, il y en a qui connaissent très très bien cette méthode, mieux que moi. C'est la méthode IDEA comme indicateur de durabilité des exploitations agricoles. Et dans un récent papier, donc Frédéric Zam, qui en est l'auteur avec plein de collègues, donc chercheur INRAE, s'interroge sur les propriétés d'une exploitation durable. Alors ces propriétés, je me permets juste de les lister parce qu'elles sont très intéressantes à garder en mémoire quand on va voir l'exposé de ces différentes formes d'agriculture.
La première propriété, c'est l'autonomie, donc l'autonomie de l'exploitation agricole, le niveau de non-dépendance au reste. La deuxième propriété, c'est la robustesse de l'exploitation agricole. La troisième propriété, c'est l'ancrage territorial de l'exploitation agricole. La quatrième, c'est la responsabilité globale, notamment vis-à-vis des engagements sociaux. Et la cinquième, c'est la capacité productive et reproductive de biens et de services. Vous voyez que j'ai commencé à lister en terminant finalement par celle qui est la plus évidente, la capacité productive de biens et de services, parce que c'est celle à laquelle on pense le plus vite. Mais les 4 autres propriétés sont vraiment intéressantes à interroger. Suivant les agricultures durables, dont vous allez avoir des exemples aujourd'hui, ces dimensions, ces propriétés sont plus ou moins intégrées. Donc ça fera peut-être, j'espère, l'objet de questions. Donc voilà pour ce cadrage. Je vous souhaite une excellente journée. Elle est très riche. On attend aussi de vous des réactions, des questions, tout en bienveillance, comme tu l'as précisé, Pierre. Merci beaucoup, Aurélie. On peut la remercier avec vos applaudissements.